Bon, on est parti. Alors, attends, comme ça, tout le monde t'entend. Alors, avec les injectables, avec les antipsychotiques injectables, le temps pour atteindre l'état d'équilibre est une fonction de la durée d'élimination ou d'absorption. En gros, la question, c'est le temps d'atteindre l'état d'équilibre. Normalement, il est proportionnel à la demi-vie. Mhm. Et il faut combien de demi-vie pour atteindre l'état d'équilibre? Non, c'est pas 3. En fait, c'est pas compliqué la demi-vie. Au bout d'une demi-vie, tu as atteint 50% de l'état d'équilibre. Au bout de deux demi-vies, tu as atteint 75% de l'état d'équilibre. Au bout de trois demi-vies, tu as atteint 87,5% de l'état d'équilibre. Pop, 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 pop. Et du coup, on dit que en moyenne, au bout de 7 demi-vies, c'est parti. Mais au bout de 5 demi-vies, tu es déjà pas trop mal. Et quand tu es en intra et que tu regardes des dosages plasmatiques, tu peux faire 3 demi-vies, hein. Si pour 3 demi-vies, tu es à 87% de l'état d'équilibre, c'est pas mal. Mhm. Ça vaut pas le coup d'attendre 2 jours de plus pour arriver à 90, 15 et quelques. En fait, 3, c'est déjà pas mal. Et du coup, la question, c'est pour les antipsychotiques injectables. Alors, injectables, que ce soit sous forme IM ou subcutanée, Mhm. d'accord? Est-ce que la demi-vie et du coup la durée pour atteindre l'état d'équilibre, elle va dépendre de l'élimination de la molécule, ce qui est le cas pour les comprimés quand tu prends Perros, Mhm. ou est-ce que ça va être en fonction de l'absorption? Et du coup, la question, c'est quoi le facteur limitant là? Eh ben, c'est l'absorption. OK? Donc, en fait, la demi-vie de la palipéridone injectable, elle est due au fait que ça s'absorbe petit à petit au niveau du site. C'est pas que ça reste longtemps dans le sang pour être éliminé. Mhm. OK? Donc, en fait, le facteur limitant, il est en amont. OK? Et du coup, on dit que c'est des kinétiques flip-flop. En fait, tous les autres médocs, où tu les prends en voie par os, alors pas tous, mais quand il n'y a pas de limite d'absorption, la demi-vie, eh ben, elle est fonction de l'élimination. Et ben là, c'est l'inverse. Enfin, c'est pas que c'est l'inverse, mais la demi-vie, elle est due à l'absorption qui est limitée. OK? Et du coup, en fait, tu as des huileux et des aqueux Mhm. dans les injectables. En gros, les vieux, c'est des huileux. Mhm. Ça se voit parce que tu es infirmier, tu le Oui. sais. Et les huileux, c'est des acides gras et la molécule qui est collée au bout. Et plus l'acide est long, plus la demi-vie est importante. Mhm. OK? Donc l'aldol décanoate, c'est du décanoate et donc c'est un acide gras qui met du temps à être clivé. Je sais pas, la testostérone énanthate, c'est de l'énanthate et du coup c'est un peu plus court. La chaîne est moins longue et du coup ça met moins de temps à être clivé. Donc la testostérone décanoate, elle a une demi-vie plus longue que la testostérone énanthate. OK? Donc voilà, ça faut savoir. Euh... Tuc, 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 tuc. Bon, rien de nouveau. Euh, Alors, 30 ans, atteint de schizophrénie, il prend de l'hydropérilone 24 mg par jour et de l'aripiprazole 15 mg par jour et il continue à avoir des hallucinations visuelles. Pour améliorer l'état de ce patient, il est nécessaire de augmenter le blocage des récepteurs D2. Et du coup, la question là, c'est quelle stratégie est la plus pertinente? Euh, il a 30 ans, il a atteint schizophrénie, il prend déjà 2 D2 bloquants, mais il continue à avoir des hallucinations visuelles. La question déjà, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de planter quelque part parce que les hallucinations visuelles, c'est pas très fréquent, mais pourquoi pas? Alors en fait, ça dépend des pays dans lesquels où tu es, mais c'est pas très fréquent. Et euh, alors attends, et du coup les propositions, alors moi sur la Abilify et l'utilisation concomitante d'un autre antipsychotique, pourquoi pas, mais souvent c'est des antipsychotiques qui ne marchent pas forcément de la même façon sur les récepteurs D2, et notamment le plus classique c'est Abilify avec, Release partielle. et on le combine avec quel autre antipsychotique? On l'a fait 2, 3 fois d'ailleurs, ça n'a pas trop mélangé. Abilify Cloza. Ouais, Parce que la pardon. clozapine, ça bloque pas trop les récepteurs D2, on est d'accord, ça marche pas forcément de cette façon-là. Et pourquoi pas, mais là,
Abilify et iloperidone. Iloperidone, c'est une donne, hein, c'est comme risperidone ou paliperidone. Du coup, il y a une affinité tout à fait satisfaisante. Et du coup, de combiner les deux, on va dire que c'est empirique, mais pourquoi pas. Et donc, les propositions, les propositions là, c'est soit tu augmentes l'ilopéridone et tu gardes l'Abilify à la même dose, soit tu augmentes les deux, soit tu augmentes l'Abilify à la même dose, ton l'Abilify, et tu gardes l'ilopéridone à la même dose, soit tu supprimes l'ilopéridone, tu supprimes l'aripiprazole et tu maintiens l'ilopéridone. Je suis curieux de voir ce qu'ils proposent parce que moi, je t'avoue que je vois pas trop. Je vois pas trop. Moi, je saurais. Ça dépend dans quel. Bah ouais, alors j'imagine qu'on va dire ça. Tu augmentes l'ilopéridone et tu dégages l'Abilify. Bah non, il n'y a pas, tu vois. Non, tu Euh, maintiens le plugin et tu arrêtes la Bify. ouais, Tu seras plus bloquant. bah ouais, j'imagine que c'est ça, hein. Donc tu maintiens et puis tu dégages Ouais, c'est l'Abilify. ça, ouais. On va dire que c'est ça. Ah, ça ne peut être que ça, honnêtement, hein. Ok, ça me va. Ok, et ben d'accord, parce que moi je suis allé chercher midi à 14h. Bah du coup, c'est aussi con que ça. Bien joué, l'assistant médical a géré. Donc si tu mets les deux en même temps, c'est pas possible. L'Abilify, il a un effet agoniste partiel, il a une affinité plus forte que l'ilopéridone, donc il va aller se fixer sur les D2. Et du coup, si tu veux augmenter le blocage, eh ben, tu diminues, voire tu supprimes complètement La Bify. l'Abilify. Ok, et ben impeccable, ça me va. Alors, elle a été traitée par une série d'antipsychotiques atypiques. Donc, c'est quoi le bon terme pour antipsychotiques atypiques? C'est Sérotonine des deux bloquants. parfait. Donc, c'est soit sérotonine, dopamine bloquant, Mm. soit 5-HT2A, D2 bloquant. C'est soit tellement des récepteurs qui sont bloqués, ça. Alors, tu vas me dire, on dit D2, mais en fait, on va dire D2, D3, 5-HT2A, 5-HT2C, machin bloquant. Si tu dis sérotonine, dopamine bloquant, c'est bien. Donc, il y a eu une série de sérotonine dopamine bloquant depuis son premier épisode de psychose et a été diagnostiqué au décours comme étant atteinte de schizophrénie il y a 15 ans. Son traitement antipsychotique a été pris de façon continue avec une quantité minime de rechute. Qu'est-ce qui est une issue probable pour une patiente comme celle-là? Euh, Pop, pop, pop. Alors, est-ce qu'il y a une haute cause de une mortalité augmentée, toutes causes confondues? Ça a l'air pas mal. Une mortalité cardiovasculaire augmentée, Oui. ça c'est vrai. Une mortalité diminuée à cause du suicide? Non, ça c'est faux. C'est la moitié des patients atteints de schizophrénie qui vont faire une TS, hein. Donc Mm. c'est quand même pas terrible, terrible. Plus d'hospitalisation due à des problématiques cardiovasculaires, ça c'est vrai. Oui. Moins d'hospitalisation due à des problématiques somatiques, ça c'est faux. Donc plus haute cause de mortalité, enfin mortalité plus élevée, toutes causes confondues. Mais c'est pas ça qu'ils voulaient. T'as pas dû réfléchir dans le bon sens, non? Non, mais là je crois que en fait j'ai peut-être mal lu la question parce Oui, que c'est vrai. la question c'était non, la question est mal posée. C'était pourquoi est-ce que, enfin, c'était par rapport aux patients qui prennent pas d'antipsychotiques. Qu'est-ce qu'il va y Ok. avoir de différence? Et du coup, la mortalité, toute cause confondue, elle est plus faible pour les patients qui prennent des antipsychotiques. Mm. D'accord? C'est encore plus élevé comme différence, comme avec les patients sous clozapine. OK? C'est quel antipsychotique qui a une cause de mortalité, enfin, une augmentation de la mortalité, toute cause confondue, et du coup, qu'on s'en sert pas, dont on ne se sert pas en tant qu'antipsychotique? C'est un sérotonine dopamine bloquant, mais on s'en sert pas parce que la tolérance sur le plan Cardiovasculaire. cardiovasculaire et toutes L'olanzapine. causes confondues, non, c'est pire. C'est la Ketia. Ah oui. La Ketia pour la Ah, schizophrénie, donc c'est un c'était pas. désastre. Faut mettre des doses de dingo et la tolérance, du coup, elle est effroyable. Donc non, ça c'est pas bon. Chez les patients qui utilisent un antipsychotique, la mortalité cardiovasculaire elle est plus faible. Oui, alors
à nuancer un peu. Donc là, c'est les études de l'OMS qui ont fait un petit peu débloquer tout le monde, où en fait l'espérance de vie dans les pays où il y a beaucoup moins d'exposition aux antipsychotiques, eh ben, elle est à peu près similaire. Et du coup, en fait, c'est pas impossible que ce que tu gagnes sur le plan fonctionnel et sur des problématiques suicidaires, etc., tu le perds parce que sur le plan cardiovasculaire, c'est un peu désastreux. Donc les gens sous antipsychotiques atteints de schizophrénie, ils se font moins de tentatives de suicide et il y a moins de suicides. Et voilà, voilà. Alors là, en fait, c'est compliqué parce qu'il faut mettre les gens atteints de schizophrénie et comparer ceux qui sont antipsychotiques et ceux qui ne le sont pas, et comparer ce que ça va changer d'être sous antipsychotique, parce que tu as aussi tendance à peut-être moins manger de la façon dont il faudrait pas, etc., etc. Donc en fait, c'est pas évident. Mais toujours est-il, voilà, il y a un fardeau de maladies cardiovasculaires chez les patients atteints de troubles de santé mentale graves, schizophrénie ou troubles bipolaires, qui est majeur et qui nécessite une action rapide, je dirais. 33 ans, diagnostiquée avec une schizophrénie, elle prend 10 mg d'azénapine sublinguale 2 fois par jour. Azénapine sublinguale, ouais, 2 fois par jour. Eh ben, azénapine, c'est un des sérotonine dopamine bloquants. Un des sérotonine dopamine bloquants qu'on n'a pas. Il est bien sur le plan tolérance métabolique. Ça se prend 2 fois par jour et ça existe en sublingual. OK. Elle dit qu'il y a une diminution marquée des signes positifs et pas d'effets secondaires sur le plan moteur. Parfait. Malheureusement, il y a une problématique de sensation d'engourdissement dans la bouche, une perte de goût et il y a des fois où les blisters, ils se décomposent pas complètement et ça reste un peu sous la langue. Et du coup, la question, c'est quoi? C'est comment tu fais pour gérer ça? Alors ça, vous n'allez pas le deviner. La zénapine, sauf erreur, ça existe aussi en patch, donc ça se donne en patch. Bon voilà, vous saurez. Si un jour on l'a en France, vous saurez que ça se donne en patch. 16 ans, elle est ramenée à l'hôpital par sa mère parce qu'elle se plaint du fait que les voisins l'espionnent et pour après raconter ce qu'ils ont vu au gouvernement. Après l'évaluation, elle est diagnostiquée comme étant atteinte d'une schizophrénie. Bon. Donc là, ils ont fait une évaluation longitudinale, d'accord? Ils n'ont pas juste dit, ah, vous êtes psychotique là. Ils ont dit, ah, vous êtes psychotique là. Et avant d'être psychotique là, il y avait des signes prodromiques et il y avait des symptômes, des troubles cognitifs qui datent d'avant, etc. Voilà, ok, on est d'accord. Parce que sinon, c'est un épisode psychotique, bref, en fonction de quand ça a démarré. Bon, il y a ça en tête. Et quelle est la dose? La question, c'est quelle est la dose avec laquelle tu vas commencer pour traiter cette patiente? À quelle dose tu commences le risperidal? Risperidal. Et bon, c'est entre 2 et 3. Hein. Ouais, c'est ça. C'est entre 2 et 3 mg. Il n'y a pas besoin de faire plus ou moins. Il n'y a pas de doute. Et ben, on n'est pas vrai. Hein. Et ben, c'est tout pour schizophrénie. Hein. On fait autre chose. Autre chose après. Hop! Alors, 26 ans. Elle a commencé un traitement pour un épisode dépressif caractérisé il y a 8 mois. Et 2 mois après son traitement, elle a commencé à avoir des améliorations notables. Et sur les 5 derniers mois, elle a quasiment été exemptée de symptômes, exempte de symptômes. Elle est en rémission quasi complète, exception faite de difficultés cognitives. Et du coup, qu'est-ce qui est vrai concernant les troubles cognitifs vus dans la dépression? Est-ce que c'est un des symptômes résiduels les plus fréquents dans la dépression? Ouais, hein, clairement, clairement. Alors, c'est les problématiques cognitives et dans les problématiques cognitives, il y a les fonctions exécutives, l'attention, truc. Mais oui, le plus fréquent, il y a quoi d'autre comme trouble résiduel qui est fréquent après une dépression? La fatigue. Oui, la fatigue, parfait. Et aussi, Fatigue. euh, L'insomnie. ouais, impeccable, insomnie. Et le dernier,
Et ben, c'est l'abrassement un peu affectif, l'anédonie. Alors, en fait, ça peut être un peu des 2. Et là, c'est compliqué parce que ça peut être dû au médoc aussi. Donc, c'est bien de faire la différence, dès le début. Donc ça, c'est vrai. Est-ce que, la les troubles cognitifs dans la dépression peuvent répondre à, une modulation sérotoninergique de la transmission glutamatergique? Alors là, faut pas être sec, hein. Est-ce que on repose la question, Céline? Les troubles cognitifs dans la dépression peuvent répondre à une modulation sérotoninergique de la transmission glutamatergique. Alors oui ou non? Eh ben, c'est oui. Est-ce que tu peux C'est m'expliquer, oui, heu, et ben, j'ai pas trop compris. c'est oui parce que alors en fait, ils vont faire oui, donc ils parlent de l'exemple de la vortioxétine. Alors la vortioxétine, moi personnellement je suis pas convaincu, mais, en fait, le labo, il y a la CERT, ça bloque la capture de la sérotonine, tu as plein de sérotonine. Tu as des gens qui disent: «Ouais, l'hypothèse sérotoninergique de la dépression est fausse, machin truc muche». Le problème, c'est que c'est pas l'hypothèse sérotoninergique de la dépression. En fait, quand tu bloques la sérotonine dans des milliers de synapses, après, il y a un petit peu plus de glutamate, de noradrénal, de machin bidule et en Par fait, rééquilibrage? par bah, parce que au décours, en fait, plus loin et ben ça va modifier des choses. Mmh. Tu vois, la sérotonine quand elle se lie et ben, elle va se lier à des récepteurs métabotropes. C'est lié à des phosphokinases et cetera. Enfin là, ça n'est jamais aussi simple que l'hypothèse de la sérotonine. Donc en fait, cette question-là, elle est discutable. Toujours est-il qu'ils ont fait les tricycliques Mmh. et les tricycliques, ça marchait bien, mais c'était d'une tolérance effroyable et du coup, ils ont sorti les inhibiteurs sélectifs de la noradrénal et de la sérotonine. Donc ça, c'est très bien toléré. Le problème, c'est que ça marche pas trop. En fait, ça marche suffisamment peu pour que cliniquement, on voit pas la diff. Les études sont très claires sur ce sujet et du coup, ça pose quand même problème parce que c'est pas très efficace et du coup, en fait, non seulement c'est faux de dire que c'est sélectif sur la sérotonine, tu peux pas bloquer la sérotonine, le captula sans bloquer un peu le reste, c'est pas possible. Mmh. Tu as vu, les substrats sont pas Mmh. toujours très sélectifs et puis au niveau du midbrain, tu as des espèces de noyaux de faisceaux de neurones qui vont faire que si tu touches à l'un, tu tripotes un peu à l'autre. C'est le midbrain, forebrain bundle là, enfin, tu vois, il y a plusieurs tractus qui passent et en fait, avec la vortioxétine, les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voulaient un antidépresseur qui ait une activité 5-HT1 agoniste et une activité 5-HT3 antagoniste, parce que si tu bloques la sérotonine sur le récepteur 5-HT3, tu vas aller bloquer certains interneurones inhibiteurs qui, eux, bloquent sur largage de, dopamine et de noradrénaline et cetera. Donc, en fait, tu mets du frein sur un truc qui met un frein, donc ça libère. Mmh. OK? Donc, en fait, quand tu mets que de la CERT, un bloqueur, et ben, ça bloque la recapture, mais de fait, il y a des endroits où ça va te péter un peu dans les gencives et ça te freine. Et du coup, l'idée du Brintellix, c'était de faire un 5-HT1 agoniste, un 5-HT3 antagoniste et un CERT. Et en fait, il se trouve qu'au passage, ils ont bloqué les 5-HT1B, 1D et 5-HT7 et le Brintellix s'est vendu comme étant plus efficace sur les problématiques cognitives de la dépression, Mmh. notamment à cause de ça. Mmh. Le problème, c'est que l'étude qu'ils ont faite principalement, c'est là que ça a commencé, c'est avec le Digit Span Test, Digit Symbol Substitution Test et en fait, c'est un truc cognitif, où tu vois la vitesse de traitement, plus ou moins la mémoire de travail et tu gagnes un chiffre et du coup, en fait, c'est pas clair que ce soit si incroyable que ça, cette histoire. Toujours est-il que l'effet de taille sur la cognition de la vortioxétine est plus bas que, l'effet de taille sur les caisses d'assurance maladie parce qu'évidemment, ça coûte plus cher. Mais bon, pourquoi pas? Et du coup, là, l'idée, c'est, notamment, bah, l'idée que tu vois, vu que tu vas pouvoir aller moduler la transmission sérotoninergique sur le 5-HT3 et ben, ça va diminuer le largage du glutamate. Quand tu bloques la, diminution de la sérotonine sur le 5-HT7 et ben, il y a un peu plus de glutamate dans le préfrontal et en fait, en gros, l'idée, c'est que ça, c'est tu mets la CERT, tu as la sérotonine partout et après le vrai pied, c'est tu as des blocages de la sérotonine à des endroits où tu veux pas et Mmh. ce que le Brintellix, fait
Bon, c'est plus compliqué que ça, mais il faut avoir l'idée que c'est ça. Et du coup, on a fait un peu le tour complet. On est retourné sur un antidépresseur qui se lie à plein de trucs différents, mais pas tout à fait de la même manière, quoi. Donc, l'histoire se répète. Alors, 20 ans avec une dépression, il demande un traitement avec un ISRS parce qu'il a entendu que... il demande un traitement avec un IRS-NA. Donc, c'est quoi les IRS-NA qu'on a? Donc, il s'agit Du L'oxétine. parfait. Effexor. Pour la vaccine, Effexor. ouais. Et le dernier, vous l'avez pas. Mm. C'est l'inaciprane Oui. XL. Ok, ouais. Donc, ici, je ne sais pas dire c'est noradrénergique et sérotonergique. En fait, il y a une question de dose. À quel moment est-ce que ça devient noradrénergique? Là, pour la vaccine, il faut augmenter un petit peu les doses. On est d'accord. Dulox, il faut augmenter un peu les doses aussi. Donc, en fait, ils sont tous sérotonergiques et noradré, et plus sérotonergique un peu au début. Et là, Dulox, c'est le plus noradrénergique des trois, sauf erreur de ma part. Les gens ne sont pas trop d'accord entre la Dulox et la Milnacipran, là, qui est le plus noradrénergique. Enfin bon, il faut avoir l'idée en tête que 75 pour la vaccine, c'est pas très noradrénergique du tout. Ok, donc il préfère un IRSNA parce qu'il dit que c'était plus efficace qu'un ISRS. Et alors, théoriquement, c'est quoi l'avantage thérapeutique d'un IRSNA sur un ISRS? Et du coup, non, il n'y a pas besoin de lire les questions, les réponses. C'est de lire les questions. Alors, petit 1, est-ce que ça augmente la dopamine en bloquant le transporteur, la net? Là, il y a un piège. T'es sûr? Non, c'est l'inverse. Non. Ouais, Est-ce non. que ça augmente la dopamine Non. quand tu bloques la net ou pas? Est-ce qu'il y a une zone dans le cerveau où tu vas augmenter la dopamine, signal dopaminergique, si jamais tu bloques la recapture de la noradrénaline? Pour moi, non. Si. Ah, si. Ah Alors, bon? attends, non. mais il faut qu'on l'explique aussi. Ouais, c'est dans le Pourquoi? cortex préfrontal. Oui, mais Tu bloques la dopamine? non. Non, tu Ça produis augmente la augmente dopamine. Augmente la le signal dopamine. dopaminergique. En fait, on l'a vu avec les schémas là. C'est pour ça que tu vois, les schémas ne suffisent pas. Il faut se rappeler ce que c'est la noradrénaline Oui, et la dopamine. oui. Et Ouais, quand mais non, non, c'est pas ça. c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que dans le cortex préfrontal, il n'y a pas de recapture de la dopamine. La date n'est pas là. La dopamine transporteur n'est pas là. D'accord. Ok, C'est tout. elle n'est pas là. Il n'y en a pas beaucoup. Du coup, quand tu as de la dopamine et qui est dans tes synapses, elle est recapturée par la net. En fait, c'est ça qu'on a dit tout à l'heure. L'affinité des transporteurs n'est pas complète et du coup, la net fait le relais. Si jamais tu bloques la net à ce niveau-là, tu vas avoir de la dopamine qui ne pourra plus être capturée et du coup, qui va aller, qui va, un, rester un peu plus longtemps et deux, diffuser dans d'autres synapses, etc. Oui. Et du coup, quand tu bloques la noradrénaline transporteur, et ben, tu augmentes le signal noradrénergique et le signal dopaminergique dans certaines régions du cerveau. Ok, donc, l'avantage de l'un par rapport aux autres, c'est une augmentation de la noradrénaline et de la dopamine avec l'inhibition du transporteur à la noradrénaline. OK? C'est le petit piège. On avait vu ça et on avait aussi vu ça parce que c'était dans le cours où on avait que l'affinité des récepteurs D2 à la dopamine, elle était moindre que les récepteurs D3. Oui. OK? C'était à cet endroit-là aussi. Ok. Parce que dans la voie méso-striée, bah, il n'y a pas les mêmes autorécepteurs présynaptiques. OK? Donc ça, il faudra qu'on le revoie. Et voilà, bon, donc c'est ce qu'on a dit. Faut pas être sécos, c'est pour ça que la duloxétine dans le TDAH, ça peut marcher, parce que tu as une augmentation de la noradrénaline, la dopamine, ce qui n'est rien de plus que ce que fait le méthylphénidate, en fait. Hein. OK? Ça marche un peu moins, ça met un peu plus longtemps. Il y a un effet de taille de 0,5, 0,6 par rapport au psychostimulant où on est à 0,9. Mais 0,5, il n'y a pas de quoi avoir honte. Hein, c'est très bien. OK. 36 ans, atteint d'épisodes dépressifs caractérisés. On lui fait une bio pour évaluer ses niveaux de marqueurs inflammatoires, parce qu'on est en trip complet sur l'inflammation centrale et périphérique dans la dépression. Et pourquoi pas,
en fonction des preuves qu'on a à propos de l'inflammation et la dépression, il y a quoi comme résultat que tu pourrais suspecter comme étant trouvable chez ce patient? Alors, est-ce que la CRP elle va être augmentée ou diminuée? S'il y a une inflammation, oui. Ouais, elle va être Elle va augmentée. augmenter, oui. On est d'accord? Oui. Donc, la CRP, elle va augmenter. La CRP, c'est pas une cytokine, hein. On est d'accord? C'est une acute phase reactant protein. Je sais même pas trop comment ça se dit en français, mais c'est pas une cytokine inflammatoire. Ok. Est-ce que l'interleukine 6 elle va être augmentée ou diminuée? Eh bah, c'est une cytokine inflammatoire qui va être augmentée, hein. Ça, c'est à peu près sûr. Et après, il y a la question du TNF-alpha. Le TNF-alpha, c'est Tumor Necrosis Factor alpha. Donc ça, même si tu connais pas, tu vois bien que c'est pas ouf, hein. C'est pas très bien d'avoir du tumor factor, au niveau du sang. Donc l'idée, c'est ça, OK? Donc en fait, en gros, il y a une évidence majeure que l'inflammation joue un rôle important dans la maladie dépressive, OK? Que plus tu es malade, plus l'inflammation joue un rôle. Que si tu regardes l'inflammation systémique dans les gens qui viennent chez le tout venant, chez le médecin G, ça n'a rien à voir avec celle que tu as en secteur. Mhm. Donc en secteur, tu as plus de la moitié des patients qui ont des marqueurs inflammatoires qui crèvent les plafonds. Et plus tu as de l'inflammation, moins tu réponds au traitement. Il y a un médicament que nous, on n'a pas en France, on a à 100 balles par mois, mais qui marche mieux que les ISRS quand il y a de l'inflammation, et c'est le bupropion. OK? Donc qu'on ne puisse pas avoir accès à celui-là, c'est dingo, mais bon, bref. Et du coup, en fait, il faut avoir une vague idée de, quelle cytokine, est inflammatoire, quelle cytokine est pro-inflammatoire, anti-inflammatoire, et cetera, et cetera. OK. Donc là, tu commences à toucher dans l'immunopsychiatrie, c'est enfin, faut se lever tôt. Mais bon, au moins tu as les bases et puis alors du coup, tu as aussi, quand tu mets les gens sous interféron et en fonction du type d'infection, tu as une prévalence de troubles dépressifs qui explose parce que ça va aller moduler la fonction, immunologique et c'est dépressogène chez certains patients aussi, quoi. Donc en gros, il faut avoir ça en tête. Un des facteurs médiateurs de ça sur l'humeur, de l'inflammation sur l'humeur, ça peut aussi être le poids. Alors c'est dans l'autre sens, c'est le statut métabolique et lui aussi pro ou en tout cas pas pro-inflammatoire et c'est peut-être une des raisons qui fait que ça peut avoir un effet sur l'humeur. OK? Quand on met les gens sous metformine, c'est pas juste pour qu'ils apprécient le regard, le reflet du miroir, c'est aussi anti-inflammatoire de perdre 10 kilos, quoi. OK? 30 ans avec une dépression d'intensité modérée, rémission obtenue après 16 semaines sur une dose thérapeutique d'antidépresseurs. Alors, si c'est 16 semaines, c'est compliqué de dire que c'est ça qui a marché. Donc on va dire qu'il a obtenu une rémission, et puis qu'il a fait, une dizaine de semaines, sans souci. Et alors là, selon l'idée sur l'hypothèse neurotrophique de la dépression, qu'est-ce qui est vrai à propos de ces niveaux de BDNF avant et après le traitement? BDNF, alors faut pas flipper parce que des trucs comme ça, il y en a pas 50 000, hein. BNF, ça veut dire Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF. Et du coup, c'est un facteur de croissance, pour les neurones, hein. C'est aussi crétin que ça. Et du coup, la question c'est, il y a plusieurs hypothèses de la dépression qui se complètent. Il y en a pas une qui répond bien parce que ne serait-ce que parce qu'il y a plusieurs maladies dépressives. Et du coup, la question c'est, les niveaux de BDNF, est-ce qu'ils sont modifiés avant ou après l'épisode dépressif? Et du coup, est-ce qu'avant, ils sont plutôt hauts ou normaux ou bas? Bas, Bas, on est d'accord. Et après, ils sont plutôt revenu à la on est norme. revenu à la norme, on est d'accord. Donc anomalie, hop. Et, et puis voilà. Il n'y a rien de particulier à dire. Donc en fait, ça marche aussi avec le sport. Si jamais, tu fais du sport et ben, tu as une augmentation, du BDNF, dans certaines zones du cerveau et la dépression, ça pourrait résulter d'une perte du signal neurotrophique
notamment au niveau de l'hippocampe, où tu as une perte de la neurogénèse à ce niveau-là, et c'est pas impossible que les antidépresseurs modifient ça. OK? Ça, c'est pas 100% vrai, mais bon, c'est une disposition. Alors, 40 ans avec une dépression non traitée, elle n'est pas très motivée là pour prendre un traitement antidépresseur, notamment à cause de la prise de poids. Alors, est-ce que les antidépresseurs sérotoninergiques, ça fait prendre du poids? Ça peut. Oui, c'est la seule bonne réponse. Tu peux pas dire aux gens. Alors, la fluoxétine en aiguë, t'en perds un peu, et puis sur le long terme, tu peux prendre du poids pareil que les autres. Ah ouais? Ouais, il n'y a aucun souci. Donc, tu peux pas dire aux gens, ça fait pas prendre de poids. Tu peux dire aux gens dans les méta-analyses qu'on peut faire sur le court terme, c'est pas impossible que ce soit neutre sur le poids pour la majorité des patients, mais il y a des gens qui font des prises de poids spectaculaires et de leur dire que c'est pas possible, Et c'est pas c'est la faux. paroxétine un peu? C'est peut-être la paroxétine le pire, ouais. Mais bon, celui-là, de toute façon, on le prescrit plus. Et enfin, moi, je le prescris pas. Ouais. C'est fini, je suis désolé. Qu'est-ce qui est vrai? Et donc là, la question, c'est lequel des antidépresseurs qui fait prendre le plus de poids? Tapis. Et bon, la mirtazapine, hein. Donc prise de poids Bien spectaculaire. Quoi? Mirtazapine aussi, pareil. Mirtazapine, l'ancérine, peut-être que la mirtazapine, ça fait prendre un chouïa moins de poids, mais c'est pas clair. La miancérine, la mirtazapine, c'est la 6-azo-miancérine, donc c'est complètement dérivé de la miancérine. Et c'est un peu moins alpha, c'est un peu plus alpha bloquant. Donc il y a un peu plus de problèmes de chute. Donc en gériatrie, ils préfèrent la miancérine, un, parce que c'est un peu moins alpha bloquant, et deux, parce que tu as des dosages un peu plus faibles Oui. dont tu peux te servir. Et Euh, toxépine. et doxépine, doxépine, nous, on s'en sert comme comme hypnotique, Oui. parce qu'il a une activité antihistaminique, Mhm. à peu près pure à des dosages faibles, mais ça reste un tricyclique. Donc si tu mets des dosages antidépresseurs, tu gonfles, il n'y a aucun souci, hein. Donc on ne dit pas n'importe quoi, on peut prendre du poids, c'est pas du tout un problème, donc on est d'accord. Moi, j'ai vu une étude là où le gars, il dit le lithium, ça fait pas prendre de poids parce que quand on a fait l'étude, et ben, il y avait peut-être plus de poids avec enfin, constaté avec le lithium, mais il y avait un P à 0,06, donc c'est pas significatif, donc on considère que c'est pas un bon résultat, on s'en fout. Tu le verras. Il y a 2 choses que tu évalues quand tu fais une étude. Un, tu regardes si le résultat, il est dû à la chance ou non. Et ça, tu as pas la réponse, en fait. Tu as à quel point, quels sont les risques que ce soit dû à la chance. Et après, tu as le cut-off humain qui dit, bon, ben, là, c'est trop risqué, on va dire que c'est de la chance. OK? Mhm. Et du coup, c'est 5%. Et du coup, quand tu regardes est-ce que le résultat est significatif, c'est à quel point est-ce que c'est dû à la chance. Et Mhm. du coup, tu as un P inférieur à 0,05 qui est 5 divisé par 100, 5%. Donc, si jamais tu as un résultat qui est à P 0,06, ça veut dire que tu as 6% de chance que le résultat soit dû à la chance, mais 94 que ce soit pas dû à la chance. Mhm. OK? Donc, en fait, un vrai résultat qui concerne les patients, c'est bah, il y a un P à 0,001 ou je sais pas quoi, et Mhm. là, en moyenne, ça t'arrive pas. Hein, c'est juste que ça t'arrive pas. Mais quand tu fais une étude et tu dis, oh putain, il y a peut-être 14 kilos de prix en plus, mais le P est à 0,07, et ben en fait, non, ça fait 7% de chance que ce soit pas le cas, mais 93% de chance que en fait, ce soit vraiment le résultat. Et du coup, là, ça fait un peu flipper tout le monde. Donc, c'est toujours pareil, c'est pas un truc dimensionnel, c'est pas un truc catégoriel où c'est faux ou c'est vrai, c'est le risque est celui-là. Et après, les patients, ils choisissent. Tu vois, quand tu dis aux patients, le lithium, ça fait pas prendre de poids, bah non, en fait, c'est pas vrai. Tu avais 15% des patients qui prenaient du poids sur le lithium, mais le P, il était à 0,064, et du coup, bah, en fait, c'est pas impossible que ça t'arrive pas. Et après, il y a l'effet de taille. Il y a est-ce que le résultat est statistiquement significatif, est-ce qu'il est dû à la chance ou pas, et si oui, à quel point. Et après, il y a l'effet de taille. Les antidépresseurs, ça marche. Le P est inférieur à 0,05 dans plusieurs méta-analyses, donc il n'y a aucun doute que ça marche. Le problème, c'est que ça marche très peu. Mhm. OK? Et donc, il faut bien avoir ces 2 trucs en tête. Et l'erreur, c'est vraiment de dire, bah, si le P est inférieur et supérieur à 0,5, on s'en fout. Non, c'est pas vrai. Si tu dis que les gens ont pris 15% de plus de poids, et 15% des gens qui ont pris du poids sur lithium
avec un P de 0,8, bah là, ça veut dire qu'il y a 80% des cas que ce soit dû à la chance et effectivement, on s'en fout. Ok. Donc, si tu veux augmenter les chances que l'effet soit bien dû à ce que tu vérifies et pas à du hasard, faut que tu en aies plus, que tu aies plus de patients ou alors que tu aies un effet qui soit plus marqué. Ok. Mais tu peux pas juste foutre les articles à la poubelle en disant P, il y avait que 7% de chance que ce soit dû à la chance. Enfin, c'est juste pas possible. Ça me paraît un peu simplifié. Ok. Donc, mirtazapine, c'est un alpha-2 antagoniste. Ça fait prendre du bois parce que c'est un antagoniste sur les récepteurs 5-HT2C et sur les récepteurs H1. Et donc, quand tu bloques les deux en même temps, bah, ça fait prendre du poids. Il n'y a pas 36 solutions. C'est pas impossible que ce soit un de ceux qui marchent les plus rapidement, la mirtazapine. Et ça fait partie de ceux qui marchent le peut-être bien quand tu es sur des dépressions graves avec un caractéristique psychotique ou mélancolique. Ça sert parce que quand tu viens dans les guidelines, tu viens, tu es mélancolique, tu es en secteur, les recommandations, c'est 6 mots. Voilà. Mais ça, on n'a pas la sismo, hein, c'est fini là. La sismo en urgence, c'est fini. C'est comme la TCCI sur l'insomnie. On l'a pas. Je ne sais pas où les gens bossent, mais moi, je ne l'ai pas et je ne l'aurai pas avant un petit temps, hein. Et du coup, la question, c'est quel antidépresseur a des études qui montrent que ça marche sur les patients atteints de maladies dépressives graves avec des éléments mélancoliques. Ok. Et tu ne peux pas extrapoler en disant, quand les gens ils vont voir le médecin G, alors que leur chien est mort, on leur met de la fluoxétine, ils vont mieux. Du coup, on va mettre de la fluoxétine chez mon patient qui est mélancolique à l'hôpital. Du coup, en fait, quand tu regardes les études, tu regardes, il y a la première table, la table 1, et tu regardes qui ça concerne. Ok. Et tu regardes si tu peux t'extrapoler ou pas, et tu vas voir, en fait, souvent, tu peux pas trop. Ok. Donc, la mirtazapine, c'est bien, c'est un de ceux qui marche le plus vite. C'est pas si clair que ça, et on est à 2-3 jours près, hein, mais bon, il y a des fois en secteur, t'es pressé. Et voilà. Alors, la vortioxétine, ça aurait dû marcher un peu plus vite que les autres, mais en fait, c'est pas très clair. Alors, 50 ans, elle se pointe aux urgences parce qu'elle a une crise hypertensive après avoir pris un dîner avec ses potes et il est sous IMAO. IMAO. Alors, qu'est-ce qui donne des crises hypertensives sous IMAO? Le fromage. Le Certains fromage. fromages. Banane? Alors, la banane, non. Non, pas de banane. La bière, Ah, un cheese avec la du bière en fromage. bouteille, non. Le poisson frais, non. Par contre, le poisson Fumé, fumé, oui. c'est pas ouf. Et là, c'est le fromage âgé, hein. C'est pas les mentales président que tu mets sur tes pattes parce que tu essayes de prendre du poids. Non, non, c'est un truc bien crade qui est en train d'investir la cave ou le truc du fromager, ok? Les bananes, ça a été considéré comme étant un sujet, mais en fait, non. Et la bière en bouteille, non. Alors, par contre, la bonne bière que tu as fait ton pote lui-même sous les aisselles, là, c'est une cata. Ok. Mais du coup, il faut faire gaffe parce que les IMAO, ça marche de ouf. Ça n'a rien à voir avec les autres trucs. Les IMAO, on a découvert leur efficacité par l'expérience. Tu veux, on les a foutus pour d'autres choses. C'était des Mipramine, là, et puis on se dit, oh putain, ça marche, ils sont moins dépressifs, les gus. Ce qui ne peut pas arriver avec la fluoxétine, tu vois. Donc, c'est des médocs, on a découvert leur efficacité sur le terrain, et c'est ça qui fait qu'on a su qu'ils étaient antidépresseurs, par opposition aux ISRS, qu'on a utilisés parce ils étaient mieux tolérés, mais dont l'efficacité sur le plan clinique n'est pas constatable. Ok. Et donc, on ne peut pas juste faire l'économie. On rappelle à toute fin utile qu'en France, pour avoir un IMAO, c'est soit une utilisation d'accès compassionnel, machin, truc muche, il faut que le patient, à la pharmacie de l'hôpital, c'est le foutoir, soit, il y a quoi comme IMAO qu'on peut utiliser? Au quotidien. Ouais, tu le sais. Celui pas mis avec Tommy. C'est un IMAO B, Oui. donc qui va inhiber C'est la dégradation de la IMAO B. voilà, monoxydase. Oui. Ouais, non mais oui, oui. Et du coup, c'est quelle monoamine qui va être pas dégradée? En gros,
Quelle monoamine est dégradée par la monoamine oxydase type B? On peut le donner dans la maladie de Parkinson. Ça va vous aider. Dopamine. C'est la dopamine. OK? Donc, la sélégiline, c'est un IMAO B Mais l'autre, non, c'est irréversible. C'est déprénil. Et après, c'est bon, on s'arrête. La sélégiline, c'est un IMAO B irréversible. Il y a en France un IMAO A réversible qui se lie de façon réversible sur la monoamine oxydase de type A, mais vu qu'il est réversible, et peut-être pour d'autres raisons, en fait, ça marche moins bien. Donc ça, c'est le moclobémide et ça marche pas top. OK? Ce que tu veux, c'est un IMAO A irréversible. Et le problème, l'IMAO A en France, on a que dalle, on a la phélenzine, et ça, c'est sur accès au compassionnel. Il y a la tranylcypromine aussi. Et du coup, en fait, on n'a pas de transition. La sélectivité de la sélégiline pour la MAO B, elle est due à la dose, et plus tu mets de la dose, moins c'est sélectif. Donc, c'est un peu comme tout le reste. Au début, à faible dose, ça ne bloque que la MAO B, donc tu as de la dopamine, mais c'est pas suffisamment antidépresseur cette histoire. Et après, quand tu augmentes la dose, tu as une inhibition de la monoamine oxydase B et A. Et donc là, c'est funk, tu as une dégradation de la dopamine, de la noradrénaline et de la sérotonine qui est diminuée, et du coup, en intracellulaire, tu en as plus. OK? Donc, ça n'a rien à voir avec la CERT qui fait qu'il y a plus de sérotonine extracellulaire. Là, il y a moins de dégradation intraneuronale et du coup, il y en a plus. Donc, ça n'a rien à voir, d'où Jésus, avec le reste. OK? C'est pas impossible que ce soit pour ça que ça marche mieux. Alors, en plus, tu as d'autres trucs, genre la phénelzine, ça augmente ça diminue la GABA transaminase, enfin bon, c'est le pied complet. Et du coup, en fait, si tu veux avoir un IMAO A, tu es obligé en France en moyenne, sauf si tu fais l'utilisation compassionnelle, machin. Mais si tu es à l'hosto en privé, ça veut dire qu'il faut que tu ailles chercher le médoc tous les mois, c'est pas possible. Tu mets de la sélégiline et tu augmentes la dose. Et le fromage là-dedans, c'est dans la dégradation du fromage, t'as, Vas-y, j'ai plus le nom, un excès de ti, tyrosine, tyrosine, non, c'est pas ça. tyramine. Tyramine, impeccable, Pardon. ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, la MAO-A, qui est aussi située dans le tube digestif, va dégrader la tyramine. Normalement, vu qu'il n'y en a plus, la tyramine ne va pas être dégradée. Vu que la tyramine n'est pas dégradée, elle va rentrer dans l'espace interstitiel, puis au niveau du plasma, etc. Et du coup, en fait, elle va aller stimuler des récepteurs noradrénergiques qui vont faire qu'il y ait une réaction hypertensive. Et c'est ça qui pourrait être à l'origine du problème si tu ne fais rien. Donc, tu es obligé de dire aux patients qu'il y a certains aliments qui doivent être éliminés. Et en fait, il y a une précaution, comme c'est, j'ai envie de dire, absolument tout le temps le cas, des précautions extrêmes sur le régime alimentaire qui ont participé au fait que ça n'est plus prescrit du tout. Et des précautions qui ne sont pas justifiées parce que là, même si tu vas chez Domino's Pizza et que tu te fais une 9 fromages, en moyenne, ça se passe pas trop mal, tu vois. Ton foie est plus en danger que ton système cardiovasculaire. OK? Donc, ce qu'il faut pas prendre, c'est le soja, les peaux des bananes et pas la banane entière. Cela dit, quand tu manges la peau de la banane, il y a plusieurs problèmes qui se sont manifestés. Les goûts. Pourquoi pas? T'évites tout ce qui est fumé, ce qui est âgé, ce qui est séché, etc. Ça, c'est pas possible. De la viande aussi. Et ouais, oui, de la viande, oui, quelle que soit la. Mais t'évites ce qui est séché, etc. Et puis, voilà, c'est bon. Alors, ils ont de la sélégiline transdermale. Comme ça enlève le problème parce que ça va pas aller inhiber la, la MAO digestive. Mais ça, c'est comme le reste, on n'a pas. Et donc, c'est pour ça que moi, quand on commence à taper sur comment ça s'appelle? Le topiramate, eh ben, je trouve que c'est quand même délicat parce que l'histoire de la psychiatrie a été marquée par des précautions extrêmes qui font probablement qu'on a plus eu de patients qui sont morts parce qu'on n'avait pas assez de traitements que de gens sauvés grâce aux précautions. Et du coup, il y a des précautions à avoir, hein, mais de là à rendre le truc fonctionnellement inutilisable, c'est pas très bon. Et je pense que c'est une bonne conclusion.